James Nzinga Nkembo, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Et je rappelle que vous êtes président du parti politique Syndicat. Vous êtes aussi un des anciens proches collaborateurs du député national aujourd'hui en cavale, Némon Dansemi. C'est exact. En effet. Alors, acceptez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Bon, nous sommes en politique pour guider les peuples et il faut guider les peuples dans la vérité. Si je suis là pour répondre à vos questions, j'apprécierai ce qui va construire, j'y répondrai. Ce qui sera destructif, selon mon appréciation, s'il faut éviter de dire certaines choses, bon, peut-être que j'éviterai. Moi, je suis diplomate. On ne peut pas dire certaines choses crûment comme ça à des esprits non préparés. Mais toute vérité qui nécessite d'être dite sera dite. Alors, je le disais tantôt, vous avez créé votre parti politique, mais avant de créer votre parti politique, vous avez été pendant très longtemps aux côtés de Némon Dansemi. Personne n'a de ces nouvelles aujourd'hui. Est-ce que vous savez là où il est? Bon, nous avons suivi aux informations. Moi, j'ai vu à la télé, comme tout le monde, on a parlé d'une évasion de la prison, mais puis après, il y avait plusieurs évasions à travers la République. Je n'avais pas vraiment de précision, je ne savais pas qui avait... je ne saurais pas vous dire qui a fait libérer M. Mwandasemi de la prison, mais dans mes analyses, je pense que ce n'était pas une évasion, c'était une libération consentie par les autorités du pays. Vous insinuez par là que même quand il était en prison, Némon Dansemi continuait à avoir des contacts avec les autorités du pays. Vous le savez, quand vous êtes en prison, la prison est dans la République. Cette prison n'est pas dans un pays étranger où il faut avoir un visa pour aller visiter un prisonnier. Et moi-même, pendant qu'il était en prison, j'envisageais d'aller lui rendre une visite. Encore une fois, vous savez, on peut se séparer politiquement, mais sur le plan humain, on avait établi des relations très solides. Ça me faisait mal. D'ailleurs, déjà avant son arrestation, lorsque sa résidence avait été encerclée, moi, je voyais, comme je vous ai dit une autre fois quand on avait une interview, que je voyais à travers cet encerclage, ce bouclage qui était fait de sa résidence, une possible exécution. Alors, j'étais obligé de faire un appel pathétique au président de la République au cours d'une émission, d'une interview que j'avais accordée à une chaîne qui diffuse dans les réseaux sociaux. J'avais lancé un appel au président de la République pour lui demander de ne pas exécuter l'honorable Mwandasemi. Et je lui disais de se rappeler que c'était à cause de la campagne que l'honorable Mwandasemi avait battue à Matadi Boma Mwanda, même à Luozi, que le président Kabila peut aujourd'hui se réjouir d'avoir obtenu son glissement. Et c'est à cause de ce glissement-là et de cette campagne-là que l'honorable Mwandasemi et moi étions obligés de faire deux chemins séparés. Alors, j'étais obligé de dire au président Kabila quelque chose que beaucoup de personnes savaient, mais qui ne voulaient pas dire. L'état de santé mentale qui dérangeait, parce que je voyais comment la personne commençait à entrer en conflit avec tout le monde, et je ne pouvais pas continuer à fermer ma méthode. Vous voulez dire que mentalement, il n'était plus stable? Il n'était plus stable, et donc toutes ces déclarations qu'il avait faites, ce n'était pas dans un état de personne responsable qui doit assumer les conséquences de cette déclaration-là. Bien que sur le plan politique, on pourrait dire que c'était une déclaration politique pour laquelle il ne devait pas aussi être incarcéré. L'homme étant ou ayant été député national, il aurait fallu procéder, comme ça se fait partout, par sa destitution d'abord au Parlement, si cela était nécessaire, si cela avait été prouvé par le Parlement qu'il fallait le déchoir de sa qualité de député national. Ensuite, un procès devait être intenté en bonne et due forme et s'il était condamné, être incarcéré.
toutes ces procédures-là n'avaient pas été respectées. Peut-être parce qu'il était dans un cas de flagrance. Ce n'était pas un cas de flagrance parce qu'il n'avait pas d'armes. Vous le savez tous. Moi, j'étais avec lui. Ce monsieur ne prend pas des armes. Et l'indicabombe? Où est-ce que dans le monde vous avez déjà appris que des gens ont pris des noix des palmes et puis ils sont allés bombarder quelque chose? Ça, c'est d'ailleurs un élément qui peut vous montrer l'instabilité de la personne. Mais pourtant, il y avait des petites choses. Détonations quand on lançait ces noix. Est-ce que c'était chimique ou c'était mystique? Non, mais vous savez qu'il y a beaucoup de scénarios qui se jouent ici. En Afrique, je ne veux pas seulement parler de la RDC, il y a des coups d'État qui peuvent être orchestrés par le pouvoir pour trouver le moyen d'écarter quelqu'un qui dérange. Bon, finalement, il a été arrêté. Moi, j'avais dit au président Kabila de ne pas l'exécuter et je crois que le président Kabila avait écouté mon appel et qu'il devait le libérer, mais puisqu'il ne fallait plus passer par, peut-être, j'estime, hein, il n'a pas voulu peut-être passer par des injonctions. Bon, on a préféré le retirer comme ça, en sourdine, et puis bon, il est retiré aujourd'hui de la scène politique. Voilà, on va poursuivre, mais j'aimerais qu'on retourne un peu en arrière parce que les gens se posent toujours des questions jusqu'à aujourd'hui. J'ai parlé tantôt de ces sortes de noix qui faisaient quand même des bruits, on dirait des petites détonations. À un moment donné, on dirait qu'on tirait des pistolets. Il y en a qui, partant de la formation académique de Némandansé, mais il y en a qui estiment que c'était quelque chose de chimique qu'il aurait fabriqué lui-même. Mais il y en a qui estiment également, comme c'était un homme assez mystérieux, qu'il y avait des bizarreries autour, qu'il y aurait des fétichismes autour de ces indicabombes, comme on les appelait. Bon, moi, comme je vous ai dit l'autre fois, je ne suis pas un adepte de Bundu Dia Congo. Pour commencer, j'ai été un collaborateur politique de l'honorable Mwanda Semi. Et d'ailleurs, nous avons commencé à collaborer avant que je ne devienne le vice-président de son parti politique. Je collaborais comme j'étais son conseiller politique et diplomatique, mais en tant que collaborateur externe. J'étais président d'une ONG et donc j'étais dans la classe, plutôt dans la société civile, mais on travaillait ensemble déjà sur la cause de l'autodétermination du Congo central. Et à ce titre-là, nous avions écrit des lettres au roi de Belge, au secrétaire général des Nations Unies, au Conseil de sécurité, au président Joseph Kabila. On a écrit plusieurs lettres qui ont donné des résultats. Et voilà, plus tard, satisfait de ce que j'avais fourni comme travail, il avait décidé de me nommer comme son premier vice-président. Et voilà, je suis devenu la deuxième personnalité du mouvement. Donc son côté mystique, vous n'en savez rien. Mais sur le plan politique. Mais c'était un homme vraiment mystérieux, un homme mystérieux. Mais cela ne veut pas dire, vous savez, même au temps de Jésus, le grand maître Jésus était mystérieux. Il a marché sur l'eau, il a ressuscité les morts, mais avec 3 clous, il a été crucifié et tué. Et vous n'avez pas pris part à ces mystiques, vous n'avez pas été initié à cela, parce que c'est quand même inconcevable, un des très proches collaborateurs, qu'il ne soit là que sur le plan politique, sur le plan spirituel, rien. Bon, lorsque vous voulez vous approcher de quelqu'un qui est mystérieux, vous ne vous approchez pas seulement comme ça. Je peux avoir été préparé par les membres de ma famille, par mes ancêtres, mais suivre une initiation directement comme ça de sa part, dans le cadre de sa religion, non. Mais en tant qu'aîné, lui, un éliminé, un initié, moi, un initié, mais pas par lui. Lorsqu'on est ensemble, on peut discuter de certaines recettes, par exemple. On peut discuter de temps en temps ensemble, mais il ne m'a pas initié dans sa religion et je ne suis pas membre de son église. Initié à autre chose par une autre personne. Comme vous avez été initié au journalisme, par exemple. Moi, j'ai été initié dans les arts martiaux, et dans le Wing Chun Chuan. J'ai été initié au karaté, au jiu-jitsu. Et vous savez, ces arts martiaux asiatiques
ont une part de spiritualité. J'ai fait le yoga, comme beaucoup de gens font le yoga. Donc on connaît certains préceptes spirituels, on a une maîtrise de soi, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'on est fétichiste ou tout ce que des gens voudraient nous attribuer. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est dit, notamment par rapport à vous et à l'actuel vice-ministre Papi Mantezolo, c'est qu'entre vous deux, il y aurait quelqu'un qui a trahi Mwanda Nsemi et qui a permis à ce qu'on puisse mettre la main sur lui. On dirait qu'il y a eu une sorte de déclic qui a permis à la police de mettre la main sur lui parce qu'on se souvient que pendant plusieurs temps, on n'arrivait pas à pénétrer dans sa résidence. Mais on dit que soit vous, soit Mantezolo, vous avez livré un secret de Mwanda Nsemi. C'est ce qui a permis qu'on puisse l'avoir. Et quand on le prenait, il avait l'air de quelqu'un qui était perdu. On dirait qu'il ne savait plus ce qui se passait. Dites-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Je ne saurais pas parler des choses qui se sont passées lorsque je n'étais pas dans le mouvement. Et moi, j'estime toujours que j'avais bien fait de quitter ce mouvement à temps, parce que si toutes ces choses-là étaient arrivées pendant que j'étais là, je crois que moi, en tant qu'une personne saine, j'aurais été abattu par la police, peut-être. Parce que j'ai passé beaucoup de temps, de toutes mes journées, avec l'honorable Mwanda Nsemi. Je quittais ma maison. J'ai fait ça pendant 3 ans. Je quittais ma maison à 8h ou à 9h et je passais toute la journée chez lui. Je l'ai quitté à 18h. Pendant 3 ans. Tous les jours. 5 fois au moins par semaine, je le faisais. Et lorsque j'ai constaté qu'il y avait de l'instabilité sur le plan psychique de mon chef, je me suis dit, je ne peux pas dire au chef qu'il est malade. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai préféré prendre carrément mes distances. Qu'est-ce qui aurait arrivé si vous lui avez dit qu'il était malade? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Bon, par le passé, je sais qu'il y a des gens qui ont été agressés, les membres de son parti, qui ont été agressés à la résidence de Mwanda Nsemi lui-même. Et il est arrivé des moments même où il s'est attaqué à son propre fils dans sa résidence, parce que le fils était d'un avis contraire, dans un contexte bien déterminé. Je ne veux pas entrer dans leur conflit de famille. Et moi-même, qui étais son premier vice-président, une fois, lorsqu'ils sont revenus de l'entretien que le président de la République leur avait accordé, moi je suis passé sur vos chaînes de télévision. C'était vous d'ailleurs qui me receviez lorsque vous m'avez posé la question sur la corruption de 2 millions de dollars, oui, etc. Je vous ai dit que non, on n'avait pas reçu de l'argent. J'étais surpris. Aujourd'hui, je dois vous l'avouer. Vous m'avez montré un bulletin publié par l'honorable Mwanda Nsemi, oui, dans lequel il a écrit « Je n'ai pas reçu pareil montant ». Oui. Moi qui étais la deuxième personnalité du mouvement, je n'étais même pas au courant qu'il y avait une telle publication. C'était sur les champs que j'avais pris connaissance de ce document. Aujourd'hui, je vous révèle que lorsque je suis rentré, ça m'avait révolté. Et j'étais obligé de lui poser la question, pourquoi vous avez écrit pareil montant? Et je vous ai paraphrasé. Lorsque vous dites pareil montant, c'est-à-dire que vous avez quand même reçu quelque chose. Oui. Alors, comment moi, je suis la deuxième personnalité du mouvement, et je vais vous défendre à la télévision, et je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Là, il était obligé de m'avouer que voilà, nous avons reçu quelque chose et tout ça. Et plus tard, son autre collaborateur, dont vous avez cité le nom, viendra me le confirmer, parce que après cela, l'honorable Mwanda Nsemi avait fait une déclaration de son retrait de la scène politique. Et il avait laissé la direction du parti. Il a décidé de laisser la direction du parti entre mes mains. Mais j'ai refusé parce que moi, j'avais été nommé par lui. Et je trouvais que si lui, il se retirait, c'est-à-dire que mon mandat aussi tomberait. Alors, je ne voulais pas qu'il se retire de la scène politique. Je trouvais aussi que c'était un suicide politique qu'il allait commettre au moment où nous avions déjà vaincu, après avoir fait un périple victorieux à Matadi Boma Mwanda. Nous avons battu campagne pour la transition et on savait que la transition allait bel et bien avoir lieu. Vous avez battu campagne pour la transition ou pour les glissements? Nous avions battu campagne pour la transition, mais cette transition-là allait se faire par le glissement. Mais à un certain moment donné, lorsque j'ai senti la réticence du peuple
je voulais recadrer. C'est moi qui orientais l'honorable Mandassemi. Je voulais l'aider à recadrer un peu son tir. Ne plus parler du glissement ou de la transition avec le président Kabila à la tête de l'État, puisque le peuple était hostile à cette idée. Nous pouvons continuer à parler de la transition, mais nous devons changer, modifier un peu notre discours. Dire qu'une transition sans le président Kabila à la tête de l'État. Et ici, du côté de la majorité présidentielle, eux-mêmes, ils ont aussi des politiciens là-bas. Ils relèvent de leurs compétences d'aller prouver au peuple pourquoi il faut faire cette transition avec le président Kabila. Mais cela ne doit pas être notre discours. Nous, militons, battons campagne seulement pour la transition ou pour les glissements. Il n'a pas aimé mon discours et il a suivi le conseil de l'autre conseiller. Il a commencé à me menacer que si je n'avais pas arrêté de le conseiller autrement, qu'il me balancerait, c'est le terme qu'il utilisait. Il va me balancer au président Kabila comme quelqu'un qui lui offre des armes pour attaquer la République. Alors quand de tels propos commençaient à sortir, bon, évidemment c'était pour m'obliger à me taire. Je me suis tu, mais après, avec l'histoire de 2 millions de dollars qui étaient en fait payés pour indemniser les familles des victimes des 2 guerres que le Bundudia Congo a imposées au gouvernement de la République, ces 2 millions, je voulais orienter l'honorable Mandassemi à payer ces 2 millions avec un accompagnement médiatique de la presse pour que ça le lave de toutes les saletés qui lui étaient appliquées lorsque des journaux avaient écrit qu'il avait été corrompu. Moi, je pensais qu'il fallait que cet argent soit payé à la banque pour que les familles des victimes aillent toucher leur argent directement à la banque. Or, l'autre conseiller avait des yeux sur cet argent. L'autre conseiller, c'est qui? C'est l'actuel vice-premier ministre. L'actuel vice-ministre. L'actuel vice-ministre, pardon, excusez-moi, oui. C'est lui qui l'a conseillé autrement parce que lui, il voulait mettre la main sur cet argent. Et comme l'honorable Mandassemi lui-même aussi était déjà captivé par cette somme-là, il a trouvé que moi, je lui faisais obstacle. Donc en toute vérité, vous n'avez aucune intention de vous retrouver aussi un peu dans cette somme-là? Je n'avais aucune intention de me retrouver. Il a trouvé que je lui faisais obstacle, alors il fallait m'écarter. Mais comme je n'avais commis aucune faute politique au sein du parti, il fallait me créer des problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils inventent une histoire bidon de satellite que les Américains auraient posé au-dessus de sa maison pour les surveiller. Et c'est une histoire qui s'est racontée derrière mon dos. Si vous demandez aux gens de Bundudia Congo ou de BDM qui sont dans la diaspora, tous ces gens-là me tenaient pendant ce temps-là maintenant comme un collaborateur de la CIA, envoyé auprès de Mandassemi pour l'approcher, le connaître et le tuer. Que les Américains les tueraient lorsque moi je serais dans sa maison parce que je porterais des GPS sur moi pour indiquer le lieu où se trouverait Mandassemi. Il a inventé une histoire comme ça et les membres du mouvement et les membres du parti commençaient à me prendre pour un adversaire. C'est comme ça, j'avais dit que je ne dirais jamais une telle chose à la télévision, mais je me sens obligé maintenant, en vous racontant tout ça, de vous dire qu'une fois, même l'honorable Mandassemi, chez lui, dans sa résidence, avait lâché son chien contre moi pour me mordre, parce que tout ce monde-là me tenait maintenant pour un adversaire. Et je ne comprenais pas ce qui s'est passé. C'est un des siens qui n'aimait pas tout ce qui se faisait contre moi, qui m'a suivi un jour dans la rue pour me dire « Mon grand frère, vous devez faire très attention, ces gens ici ne vous aiment plus. Ces gens ont commis des crimes odieux. Il y a des gens qui ont été tués ici. » Dans sa résidence. Par la sorcellerie et des gens qui ont été tués dans divers endroits enterrés vivants. Je ne suis pas en train de dire ça pour vilipender Mandassemi, parce que dans son mouvement, il y a des gens qui ont commis des crimes à son nom. Entre autres, l'actuel vice-ministre Papi Mantezolo. Il a commis beaucoup de bévues à Kimpese au nom de Mandassemi. Donc, toutes ces personnes qui étaient avec lui commettaient des crimes. Ils inventaient des histoires contre des gens pour les mettre en inimitié avec Mandassemi. Et une fois que Mandassemi vous met sur
sa liste noire, vous devenez donc un homme à abattre. Et cet homme-là s'est détaché. On dit qu'il ne faut pas révéler les noms des personnes qui vous apportent des nouvelles pour vous sauver. Donc, je garde ça secret. Et cette personne est toujours actuellement dans le mouvement? Cette personne est actuellement avec Papi Mantezolo. Alors, la personne est venue me dire ça et j'ai compris. J'ai décidé de démissionner, de me retirer carrément. Parce que j'avais fait aussi des analyses que l'homme était psychiquement déjà instable. Mais lorsque je me suis retiré, je commence à apprendre une suite de mauvais événements, qui s'est séparé de sa femme, ses enfants l'ont quitté, et son secrétaire particulier le quitte, le directeur du cabinet quitte. Papi Mantezolo lui-même, Papi Mantezolo lui-même quitte. Pourquoi toutes ces personnes-là quittent une même personne? Si la personne est aussi parfaite, tout le monde ne peut pas la quitter. Donc je trouve finalement que j'avais raison de quitter à temps. Et voilà, je ne regrette rien. Donc, mais quant à dire où il se trouve, en tout cas, moi, je n'ai aucune idée, mais je pense que les autorités du pays savent où il se trouve. Parce que d'après les informations qui nous parviennent, l'honorable Mwanda Semi est encore député national jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas encore été déchu. Il n'a pas encore été déchu et il continue à percevoir son salaire de député. C'est son chauffeur qui va à l'Assemblée nationale. Je sais dans le temps parce qu'une fois j'avais accompagné Papi Mantezolo à l'Assemblée nationale lorsqu'il est allé toucher le salaire de Mwanda Semi. Mwanda Semi lui avait fait une lettre, comment on appelle ça encore en français? En anglais on dit power of attorney. Je crois on dit procuration. Voilà. Mwanda Semi lui avait fait une procuration pour toucher son salaire et le lui apporter à la maison, comme lui s'est déplacé pas beaucoup. Aujourd'hui, cette procuration est faite au nom de son chauffeur, qui va chaque fin du mois toucher les salaires de l'honorable Mwanda Semi. Et si le chauffeur sait où trouver le propriétaire de ces salaires, et quand il arrive à l'Assemblée nationale, je sais que là, il y a, vous le savez aussi, qu'il y a tous les services de sécurité, les services de renseignement sont là. Le DEMIAP est là, l'ANER est là. S'ils savent que celui-là est le chauffeur de Mwanda Semi, il est venu percevoir son salaire, ils ne vont pas les suivre pour savoir à qui il va livrer ce salaire. Moi, je suis convaincu que les autorités savent où se trouve Mwanda Semi. Je ne pense même pas qu'il est en train de se cacher. Je pense qu'il est entre les bons soins de son Excellence, M. Joseph Kabila, qui avait écouté mon appel pour soumettre Mwanda Semi aux bons soins d'un psychiatre qui s'occuperait de sa santé psychique parce qu'il était devenu instable. Et lorsque j'ai vu les dernières vidéos lancées par Mwanda Semi, je m'étais réjoui parce que j'ai vu qu'il a pris du poids. Je ne les rencontre pas, mais je le vois à travers les vidéos qu'il fait et qu'il lance. J'ai vu qu'il a pris du poids et quelqu'un m'a dit qu'il est en train d'être soigné, il prend des médicaments, c'est ce qui lui donne ce poids-là. Qui serait quelque part en Angola? Non, pas du tout. Traverser les frontières, il faut laisser des traces, non? Et l'honorable Mwanda Semi lui-même a dit au cours d'une vidéo lancée comme ça dans les réseaux sociaux, il a dit que lorsqu'il est sorti de la prison, il s'est dirigé vers l'Angola. Mais arrivé à Kimpangu, il s'est dit, je suis fils de ce pays, je ne peux pas fuir. Je dois rentrer. Et il est rentré, il a confirmé qu'il est à l'intérieur du pays. Il a confirmé dans les réseaux sociaux, il est à l'intérieur du pays. Et je sais qu'il est à l'intérieur du pays. Parce que moi, j'avais reçu un coup de fil. Pendant que tout le monde cherchait où se trouve Mwanda Semi, j'avais reçu un coup de fil des membres de famille de sa femme. Pas la première, la mère de ses enfants avec laquelle il a fait 10 enfants, mais l'actuelle femme qui, de manière éloignée, est en quelque sorte une de mes sœurs, parce que nous descendons d'un même clan, le clan Kindamba. Alors ces frères qui sont en Angola m'ont appelé pour me demander si je savais où se trouvait Mwanda Semi. Et ces gens-là qui m'appelaient sont des gens qui sont dans son mouvement. Donc les membres même de son mouvement, jusqu'à aujourd'hui, ne savent pas où il se trouve. Qui sont en Angola. S'il était en Angola, ces gens-là devaient savoir où il se trouve. Et Mwanda Semi, c'est quelqu'un qui se fait garder par plusieurs gardes du corps.
Vous avez vu, lorsque nous sommes allés à Matadi-Bomamwanda, combien de gardes du corps nous avons déployés sur le chemin. Là où se trouve Mwandasem, il y a toujours des gardes du corps. On est plutôt d'une milice. Bon, une milice, c'est quoi en fait? Le mot peut faire peur, mais lorsque vous prenez des armes pour faire une guerre, vous laissez l'image d'un mouvement très dangereux. Mais une milice, dans d'autres pays, il y a des milices autorisées qui existent et qui vont en appui au gouvernement. Dans des pays où le port d'armes à feu est autorisé. Aux États-Unis, il y a des milices privées qui existent et qui parfois signent des contrats avec des pays étrangers pour aller faire la guerre ailleurs. Vous avez suivi en Russie, par exemple, dernièrement, là, on était en train de recruter des membres pour constituer une milice qui devrait aller combattre quelques forces d'occupation en Syrie. Des milices existent. C'est pas que si vous avez une milice ou que si vous êtes un milicien, nécessairement vous devenez une menace pour la République. Mais, si vous l'appelez milice, mais lui, c'est pas comme ça qu'il l'appelait. Il disait que c'était sa garde personnelle. Comme dans l'église kimbanguiste, il y a une garde personnelle, il y a des gens là-bas aussi qui ne portent pas des armes, qui portent des uniformes et qui sont affectés à la sécurité du personnel de l'église kimbanguiste. Je crois même notre frère de Vovamou a aussi des gens comme ça affectés à sa sécurité personnelle. Donc moi, je n'estime pas que c'était une milice. Mais ça devient une milice guerrière lorsque le chef du mouvement utilise maintenant ces gens qui sont affectés à sa garde personnelle pour aller s'attaquer aux institutions de la République. Jeter des safous, des ndicas ou prendre des machettes. Il y a des gens qui ont dit aussi qu'il y avait quelques individus qui portaient des armes à feu, des calibres 12 ou des calibres 14. Selon les témoignages que nous avons entendus, on a entendu aussi les témoignages des responsables de la police qui ont parlé au sujet de ce qu'il y a eu, je ne sais plus, c'était le 7 août ou un truc comme ça. Mais moi, j'appelle tout ça, parce que je ne suis pas qu'un acteur politique, je suis aussi un analyste politique. Et je suis un activiste des droits de l'homme. Moi, je voyais dans tout ça des mascarades, une succession de mascarades. Parce que je sais qu'il y avait des gens aussi qui étaient arrêtés en Banzangungu, par exemple. En Banzangungu, où je suis résident actuellement, les gens ne marchent pas. Vous pouvez faire vos appels au soulèvement, tout ça. Les gens en Banzangungu ne vont pas vous suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 camps militaires là-bas. 2 camps militaires et tout l'arsenal militaire de la RDC est gardé en Banzangungu. Qui veut prendre le risque d'aller affronter des militaires armés jusqu'aux dents? Personne. Les gens de Banzangungu ne suivent pas ce mouvement. Mais il y a eu des arrestations effectuées en Banzangungu sous prétexte que ces gens-là appartiendraient au mouvement de Mwandasemi. Et je pense que pendant ce temps-là, puisque mon discours était différent, mon discours était celui d'appeler le peuple au soulèvement populaire pour chasser M. Joseph Kabila du pouvoir. Mais aujourd'hui, je ne tiens plus ce discours-là. Alors je suis calme, je peux me déplacer. Je crois que toutes ces manœuvres-là étaient peut-être pour essayer de mettre aussi la main sur moi, parce qu'on voyait en moi un potentiel Mwandasemi, après avoir neutralisé le véritable Mwandasemi. Il aurait fallu peut-être me neutraliser aussi, puisque j'avais quand même de l'influence sur un bon nombre de personnes. Mais vous parlez des mascarades, ainsi de suite. Il était psychiquement instable, mais c'est qu'on n'arrive pas à comprendre. À chaque fois qu'il lançait des ultimatums, entre guillemets, il promettait de frapper. Et il y avait des incidents qui s'est passé principalement dans la ville de Kinshasa. Il y avait des attaques contre des prisons, contre des parquets. Ces attaques étaient précédées par ces menaces. Tout ça, il n'en savait rien. C'était des mascarades. Vous savez, en droit, on dit, lorsque vous proférez des menaces à quelqu'un, des menaces de mort par exemple, et qu'il arrive quelque chose à cette personne-là, vous devenez le premier suspect. C'est vous d'abord qu'on doit arrêter, parce que vous avez proféré des menaces. Mais quelqu'un qui vous veut du mal peut justement profiter des menaces que vous avez proférées contre une tierce personne pour aller exécuter cette personne afin que vous vous retrouviez dans des problèmes. C'est ce qui est arrivé à Mwandasemi. Moi, ayant été dans le mouvement, je connais les capacités en ressources humaines, je connais les capacités intellectuelles
des hommes que nous avons eu à diriger. Je connais les tactiques du mouvement et j'estime que Né Mwanda Semi et son mouvement ne sont pas les auteurs de l'évasion qu'il y a eu à Makala. Ils ne sont pas les auteurs des tueries qu'il y a eu au Grand Marché parce qu'ils n'en sont pas capables tout simplement. Ils ne sont pas assez bien organisés pour perpétrer de tels forfaits. Mais c'est la personnalité seulement du leader du mouvement, comme je vous dis ici, qui était instable, qui l'emmenait à faire des déclarations irresponsables, qui mettaient la vie des autres en danger. Et moi, je ne voulais pas rester dans ces milieux-là, parce que je voyais ce qui pouvait m'arriver à moi comme une personne qui n'était pas instable mentalement. Je voyais tout ça, donc je devais carrément le quitter